Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI 1. Forte mobilisation des producteurs de café cacao à Abidjan pour évaluer la campagne de commercialisation 2022. Occasion pour Kobena Kwasi Adjoumani de réaffirmer la volonté du gouvernement d'améliorer les revenus des paysans. Lonciné Bakayoko nous fera revivre cette rencontre dès le début de ce journal. Le district autonome d'Abidjan et la FAO mettent en œuvre le projet L'Initiative Ville Verte pour lutter contre le dérèglement climatique. Ce projet financé à hauteur de 91 millions de francs CFA et qui vise à garantir l'accès à un environnement sain et une alimentation saine. On en saura plus dans une vingtaine de minutes. La sélection marocaine censée prendre part au Chan 2023 se trouvait hier vendredi au matin à l'aéroport de Rabat Salé pour se rendre en Algérie, mais n'a pu effectuer le voyage. L'Algérie ayant fermé son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en septembre 2021. Hier vendredi, les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire se sont réunis à Abidjan pour évaluer la campagne de commercialisation 2022. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural était également sur place. Occasion pour lui de réaffirmer la volonté du gouvernement d'œuvrer sans cesse à l'amélioration du bien-être des paysans. Et Kobena Kwasi Adjoumani a insisté sur la transformation locale du cacao. C'était au micro RTI 1 de l'ancien Bakayoko. Des multinationales qui refusent de payer le différentiel de revenus décent aux producteurs locaux, alors que la plupart d'entre elles ont augmenté leurs profits de 7 à 8% et même plus durant cette campagne cacaoyère. Raison de plus pour fouetter l'orgueil du gouvernement qui veut donner un coup d'accélérateur à la mise en place d'unités industrielles de transformation, seule garantie pour améliorer le revenu du paysan. Déjà, vous avez vu le président poser des premières pierres pour construire des usines pour transformer notre chocolat. Il n'y a pas longtemps, le Premier ministre était avec nous à San Pedro. Parce que si nous parvenons à transformer au plan local notre cacao, vous allez voir l'argent que vous allez gagner. Tout le monde va abandonner le bureau pour aller au champ. En attendant, le gouvernement multiplie les efforts pour améliorer les conditions de vie des planteurs. Le prix bord champ des fèves de cacao fixé à 900 francs le kilogramme pour la campagne principale 2022-2023 représente pour l'État un sacrifice de 235 milliards de francs CFA. C'est pour ça que nous essayons de respecter au moins les 60% du prix international qui est accordé au niveau du cacao. Cette année, le ministre est là. Je crois que nous sommes au moins à 72% du prix du marché international. D'autres actions pour redynamiser le secteur sont initiées, notamment le recensement des planteurs, la géolocalisation des plantations et surtout l'institution prochaine d'une journée nationale des producteurs. Il y a les journées du chocolat. Ça, ce sont les transformateurs. Mais pourquoi ceux qui sont à l'origine de la production ne peuvent pas avoir leur journée? Depuis 4 saisons, la Côte d'Ivoire a décidé de stabiliser sa production de cacao autour de 2 millions de tonnes afin de faire remonter les coûts sur les marchés mondiaux. Une stratégie aujourd'hui questionnable au regard des résultats manifestement mitigés. L'université de San Pedro aura bientôt ses premières résidences universitaires entièrement équipées. Les étudiants pourront y être logés dès le 2e trimestre de cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'en est assuré. Le ministre qui s'y est rendu récemment a vu que les travaux avancent normalement. Sam Conan a suivi la visite pour nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, sur le site de construction de la première phase de l'Université de San Pedro. En compagnie de Madani Tal, président du conseil d'administration du groupe Envol, concessionnaire du projet de construction, le ministre se fait d'abord briefer avant l'entame de la visite. Les résidences universitaires, les bâtiments de cours, les bâtiments de direction, écoles de BTP, les villas de fonction, la bibliothèque centrale, l'hôtel des enseignants et le complexe sportif, tous
ont été visités par le ministre Adama Diawara. Taux d'exécution des travaux, 95%. Lorsqu'en octobre 2021 on a ouvert, on avait pris possession d'un certain nombre d'infrastructures, mais l'ensemble des infrastructures qui devaient être réalisées dans la phase 1 n'étaient pas achevées. Alors donc Envol a continué ses travaux. Aujourd'hui je suis venu faire l'état des lieux. Un état des lieux qui permet au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de se rendre compte de la qualité des infrastructures. Ce n'est pas uniquement les bâtiments, mais c'est également les équipements qui vont avec. Et c'est des équipements de qualité, c'est des infrastructures qui ont été conçues avec des matériaux de qualité, bien sûr, satisfait. Mais je le serai encore plus en mars, lorsque tout sera achevé. Bientôt seront lancés les travaux de construction de la deuxième phase de l'Université de San Pedro, qui devra accueillir à terme plus de 20 000 étudiants. Le ministre Adama Diawara et Madani Tall du groupe Envol veulent réussir le pari. On passe à cet autre moyen de transmission du savoir, les instituts de formation et d'éducation féminine qui forment les auditrices à l'alphabétisation, la couture et la cuisine. Les IFEF, il en existe plus d'une centaine sur le territoire national. Et l'innovation cette année, c'est qu'il existera désormais un manuel de formation commun à tous ces instituts. Un manuel déjà prêt et qui vient d'être présenté à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Témoignage Didier Nguessan. Des manuels de formation remis aux instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF, par Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une première pour les 126 instituts du pays dont les formations seront désormais harmonisées. Il existe 2 manuels de formation qui portent respectivement sur les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines et sur la vie familiale, les IST et le sida. Selon l'enseignant-chercheur et consultant Albert Yao Kwaku qui les a présentés. La phase de test va durer 1 mois. Pour la ministre de tutelle, avec cette réforme, les IFEF sont destinés à devenir de véritables centres incubateurs avec 24 matières supplémentaires. L'élaboration de ce manuel répond donc à la nécessité d'aider les enseignants des IFEF à améliorer la qualité de l'enseignement dans nos structures. Je voudrais vous exhorter à faire un très bon accueil de ce manuel afin de faire des observations pertinentes pour l'enrichir et procéder ainsi à sa validation finale, en faire profiter à toutes les femmes et jeunes filles de Côte d'Ivoire. Les 100 premières auditrices inscrites ont reçu des kits d'apprentissage. Allons-y à Yopougon, au nord d'Abidjan. C'est cette commune qui a abrité récemment le lancement des activités de promotion de la santé des adolescents et des jeunes. C'était à l'initiative de la DEMOS, la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, direction qui œuvre continuellement à renforcer la prévention des IST, du VIH-Sida et des grossesses en cours de scolarité. On part à Yopougon avec Jean-Marc Djedji. Scène théâtrale à l'école ivoirienne des sourds de Yopougon. Objectif pour ces élèves en situation de handicap, sensibiliser leurs camarades sur des fléaux comme les grossesses précoces, le VIH-Sida et les violences. Un décor bien conçu par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire DEMOS pour lancer ces activités de l'année 2023. Occasion est donnée pour faire le bilan de l'année précédente. 112 conférences sur les IST, le VIH, les addictions et autres fléaux ont permis de toucher 25 297 personnes, élèves et enseignants. Le travail qui a été fait est remarquable par les équipes. Déjà, approximativement, nous avons une baisse de 20% des grossesses en cours de scolarisation. Nous comptons faire mieux sur ces fléaux qui sont les grossesses en cours de scolarisation, qui sont le VIH, qui sont les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives. 17 100 causeries avec 1258 éducateurs de pair sont prévus en 2023 afin de cibler 301 920 élèves dans le pays. Le ministère de tutelle, à travers le DEMOS, envisage multiplier les zones d'intervention et renforcer l'appui de l'UNICEF. Cette année, l'ambition que nous avons en collaboration avec la DEMOS, c'est d'atteindre un plus grand nombre d'écoles dans les régions où nous sommes pour arriver progressivement à saturation parce que chaque adolescent, chaque jeune qui vit avec handicap ou non
a le droit à la santé et à l'éducation. Les agents et les partenaires du DEMOS plaident pour un renfort en mobilité. Ces élèves en situation de handicap ne sont pas en marge de la sensibilisation de proximité. 340 920 apprenants seront impactés par ces activités sur la période 2022-2023. Et du côté de Bongouanou, les élèves de l'EPP Groupe Scolaire Régional bénéficient désormais de très bonnes conditions d'études. Leur établissement vient d'être entièrement rénové avec de nouveaux équipements et un tableau-banc. Cela grâce à la fondation Lonassi, dont la directrice de l'action sociale a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces infrastructures. On suit le reportage de Jean-Marc Djedji. Voici le nouveau visage de l'EPP Groupe Scolaire Régional de Bongouanou, dans la région du Moronou. Les 3 bâtiments de cet établissement entièrement réhabilités et équipés en table-banc neuf. Cette action sociale est à mettre à l'actif de la fondation Lonassi. Elle entend ainsi contribuer à l'amélioration du système éducatif de la localité. Un geste salué à sa juste valeur par la communauté éducative. Merci pour ce don, car grâce à vous, nous serons dans un cadre agréable et favorable à l'étude et à la formation. À notre niveau, nous prenons l'engagement de bien travailler pour mériter votre confiance afin que vous acceptiez de revenir ici pour achever l'œuvre que vous avez entamée. Je crois fermement à l'éducation de nos enfants comme vecteur de progrès et source de développement de nos populations. Au nom du président de la Fondation, Dominique Mbaya invite le corps enseignant et les élèves à cultiver l'excellence. Le souhait du président de la Fondation Lonassi, M. Draman Koulibaly, est que cette école réhabilitée contribue à l'accroissement du taux de réussite scolaire de nos enfants. Chers élèves, pour montrer votre joie de venir à l'école, vous devez bien travailler avec vos maîtres chaque jour. Aussi, vous devez entretenir cette école. Outre la réhabilitation de cette école primaire, la ville de Bongouanou a bénéficié d'un groupe scolaire au quartier 28 janvier et d'un centre de santé intégré dans le village d'Assi à Sassou. On reste encore un moment au chapitre éducation de cette édition pour évoquer cet atelier organisé cette semaine à Yamoussoukro par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un atelier pour instruire les populations sur le rôle véritable des COGES afin de leur permettre d'en faire bon usage. Instaurés en janvier 1995, les COGES, Comités de gestion des établissements scolaires publics, ont pour objectif de participer à la vie des écoles. Après 27 ans d'existence, 12 200 bureaux sont installés dans les établissements scolaires publics. Plusieurs réformes sont faites afin de mieux adapter la structure aux réalités actuelles. Un renforcement des capacités des acteurs est initié par la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Suite à la décision du chef de l'État de supprimer des levées de cotisations imposées aux parents, un montant de 18 milliards avait été donc décaissé pour permettre aux COGES de jouer leur rôle dans les établissements. Cette décision a permis une modification profonde du fonctionnement et de gestion des COGES. C'est ce que nous sommes venus expliquer. On prit part à cette séance de formation à Agboville les directeurs régionaux de l'éducation nationale, le personnel des IEPE et les directeurs d'école. C'est le lieu de rappeler que les chefs d'établissement avaient déjà bénéficié d'un renforcement de capacité au mois d'octobre dernier à Yamoussoukro. Nous sommes le 14 janvier. 2023 a démarré il y a seulement 2 semaines. Elle a malheureusement démarré avec des larmes, de la peine, avec un deuil. Un accident de la route non loin de Yamoussoukro a fait plusieurs victimes décédées et plus de 70 blessés le 5 janvier dernier. À Grand Bassam, la route a aussi tué récemment, à Daloa également. L'incivisme routier serait-il la cause de tous ces accidents? Qu'en est-il de la stratégie nationale de sécurité routière et quelles solutions face à tous ces accidents qui sont pour la plupart mortels? Élément de réponse dans ce document signé Frédéric Oulaye, Serge Coléa et Ariel Ago. Yamoussoukro, il est un peu plus de 11 heures, ce jeudi 5 janvier 2023.
En ce début d'année, la capitale politique est le théâtre d'une violente collision entre deux autocars. Le bilan est lourd, 14 morts et 70 blessés. L'incivisme routier vient encore d'endeuiller des familles. Pourtant, à la veille des fêtes de fin d'année, le ministère des Transports, à travers l'OSER et la police spéciale de la sécurité routière, se déploie sur le terrain. Objectif, sensibiliser les automobilistes et usagers de la route à la prudence. En période de fête, tout le monde veut se rendre d'un point A à un point B à la fois. Donc, on est pressé. Il y a l'euphorie. Il y a donc l'imprudence. Ce jeudi 30 décembre, le trafic routier est dense. Les gares abidjanaises sont bondées et les voyageurs affluent. Les compagnies de transport se trouvent débordées. Les équipes de l'Office de sécurité routière s'activent. Distribution de flyers, prospectus, rappel des règles d'or du code de la route, port de la ceinture de sécurité, échange avec les transporteurs. Quand on va dans les périodes de sensibilisation, aussi bien dans les gares, ce sont des séances de formation-sensibilisation sur le code de la route, sur le cadre réglementaire et sur les éléments qui sont déployés en cas de répression. Une campagne rassurante pour les passagers qui souhaitent arriver à destination sains et saufs. Il vient de me dire tout à l'heure que non, de lire la partie où on parle de les passagers qui, des fois, ils s'emmènent le chauffeur. Il dit, ah chauffeur, il faut rouler vite, on est pressé, on veut arriver vite parce qu'on est déjà en retard. Donc, on a qu'à beaucoup éviter ça. Le téléphone au volant, la fatigue due aux longues distances, la consommation d'alcool constituent au quotidien des facteurs de risque. Les conséquences sont parfois désastreuses. Sur un trajet, on est deux chauffeurs. C'est moi avec mon collègue. En cas de fatigue, lui prend la voiture. Lui, moi, je me repose et puis lui continue avec la voiture. Et puis, nous, par exemple, il nous a dit d'aller doucement. Le temps de fête, on a qu'à aller doucement à 90 km/h. En plus des gares routières, les entrées et sorties d'Abidjan sont passées en revue. Les usagers prennent leur ceinture de sécurité. On se rassure d'abord et on vient au niveau du chauffeur qui va nous... On va procéder avec lui à un contrôle d'alcoolémie avec cet appareil d'alcotex. Et si ça excède 0,8% de taux d'alcool dans le sang, alors il ne part plus en voyage. Il descend, on fait venir un autre conducteur pour suivre la route. L'opération se tient entre le 29 décembre et le 4 janvier dans le district d'Abidjan et à Grand Bassam. Dans cette guerre contre l'incivisme, la police spéciale de la sécurité routière joue un rôle majeur. Des barrages intelligents sont installés pour veiller au grain. Les auteurs d'infractions sont épinglés à partir du système de vidéoverbalisation. Nous sommes accompagnés par la police, nous sommes accompagnés par la gendarmerie, mais ils font leur travail de répression. Dans les premiers moments, on avait vu que dans la zone d'Abidjan, l'accidentologie avait diminué de 44%. On a vu qu'on avait une mortalité qui avait diminué de 64%. La stratégie marche bien dans le district d'Abidjan, sauf qu'à l'intérieur du pays et sur les routes nationales, les caméras de la vidéoverbalisation sont inexistantes. L'autoroute du Nord jusqu'à Ouangolo, vous avez l'axe Yamsokro-Daloa, vous avez l'axe Abidjan-Lès qui passe par Adzopé jusqu'à Bangourou. Vous avez ensuite l'axe Abidjan-Aboasso qui sont déterminés par les études, par les statistiques comme accidentogènes. La vidéoverbalisation va se déployer. Donc d'ici peu, vous aurez les caméras de vidéoverbalisation sur ces axes. Pour répondre à la question, vous voyez les accidents aussi, c'est la délinquance qui peut créer de graves accidents. À présent, vous voyez à Abidjan, pratiquement tout le monde porte sa ceinture de sécurité. Parce que c'est vidéo-verbalisé. Vous voyez à Abidjan que les vitesses sont cassées. Oui, bien, parce qu'il y a la vidéo. Et donc, ces instruments techniques-là nous permettent de changer de comportement.
En attendant que le processus rentre dans sa phase active, les cas d'incivisme se multiplient. À 95%, l'homme est responsable de ce qui arrive du fait de son incivisme, parce que le non-respect des règles pour mettre le véhicule en sécurité, le non-respect des règles de circulation, notamment les limitations de vitesse, font partie de ce qu'on appelle l'incivisme. Autre réalité à prendre en compte, c'est l'arrêt de la pose de limitateurs de vitesse sur les cars de transport, comme cela se faisait par le passé. On avait instauré donc des limitateurs de vitesse. Malheureusement, à la pratique, les transporteurs, les utilisateurs de ces limitateurs se sont du fait que ça endommageait leur moteur. Et donc, ça a été retiré. Aujourd'hui, la question se repose, vu que l'excès de vitesse, ou la vitesse excessive dans tous les cas, devient une source d'accident. Et cela est récurrent. Au moins 5 accidents mortels sont à signaler en ce début d'année 2023. Face au cas d'incivisme récurrent, le ministère des Transports a pris de lourdes sanctions. Les services compétents ont été mis en mission à l'effet de conduire des enquêtes. Elles sont d'ordre technique, administratif, mais aussi judiciaire. Des procédures pénales seront enclenchées. La stratégie nationale de lutte contre l'incivisme sera quant à elle renforcée. Sécurité routière, l'incivisme au cœur des accidents. Vous avez pu reconnaître la voix de Serge Coléa, dynamique chef de service du service Société de la rédaction. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le district autonome d'Abidjan, à travers l'Institut de l'économie circulaire, mettent en œuvre l'initiative Ville verte, un projet pour lutter contre le dérèglement climatique. Financé à plus de 91 millions de francs CFA par la FAO, l'initiative Ville verte vise à garantir l'accès à un environnement et une alimentation saine. Les précisions de David Soyo et Jean-Marc Djedji. Inondations, glissement de terrain, désertification, réduction de surface cultivable et des vagues de chaleur. Voici quelques impacts du dérèglement climatique. Face à ces dangers, le gouvernement multiplie les actions. L'une d'elles est l'initiative Ville verte, un projet suscité par le district autonome d'Abidjan, financé à hauteur de 91 millions de francs CFA et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ce projet vise à garantir l'accès à un environnement sain et à une alimentation saine. Il s'articule autour de 3 points essentiels. Le pilier concernant l'agriculture urbaine et périurbaine, donc les productions que nous pouvons faire sur nos balcons, au niveau des terrains abandonnés, etc. Et le deuxième pilier, ça concerne le système alimentaire urbain. C'est-à-dire que tout ce que nous avons au niveau de la nutrition, ce que nous mangeons dans nos cuisines, etc., le gaspillage que nous faisons de ce que nous produisons, etc. Et le troisième pilier, c'est au niveau de la foresterie urbaine et périurbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment nous allons planter. Si chacun devait planter 1 ou 2 arbres dans sa cour, à Abidjan et dans les autres villes, nous allons contribuer à la réduction des effets de l'impact du changement climatique. L'idée à travers ce projet, c'est aussi de faire de l'initiative Ville verte un exemple de réussite de l'économie circulaire. L'économie circulaire nous interpelle pour que ce qu'on appelait hier déchets soit une nouvelle ressource. Une nouvelle ressource pour notre développement. Et donc, dans le cadre de l'initiative Ville verte, on va prendre un exemple, prendre les déchets organiques, pour les transformer en aliments de volailles et pour faire l'agriculture donc urbaine. Donc là, il y a le passage déjà entre la valorisation de ce qu'on jette pour en faire un nouveau produit pour soutenir donc le développement urbain. L'initiative Ville verte sera lancée à partir du mois de février 2023 et son opérationnalisation démarrera dans les villes du district autonome d'Abidjan avant de s'étendre sur les localités de l'intérieur du pays. Ce projet se veut également une réponse efficace à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Un petit mot à présent sur l'actualité coronavirus.
Les autorités de santé enregistrent à ce jour 87 960 cas de Covid en Côte d'Ivoire avec 833 décès. Le cancer du col de l'utérus est lui aussi absolument mortel. À l'échelle mondiale, il est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes, avec environ 604 000 nouveaux cas en 2020 et 342 000 décès la même année. 90% de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le concours de tout le monde est donc souhaité pour lutter efficacement contre ce cancer, d'où cet atelier organisé cette semaine par la Coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. C'est un atelier de lutte contre le cancer du col de l'utérus à l'endroit des acteurs des médias. Sensibiliser les populations sur les mesures d'élimination et de prévention du cancer du col de l'utérus par le biais des acteurs des médias. C'est tout le sens de cette rencontre initiée par la Coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Le cancer du col de l'utérus demeure une maladie peu connue et il y a des réticences à utiliser les services qui sont mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Cet atelier qui est organisé à destination d'une trentaine de journalistes est une forme d'invitation à engager les acteurs et les actrices des médias à faire de 2023 l'année de lutte contre le cancer du col de l'utérus et faire en sorte qu'aucune femme en Côte d'Ivoire ne meure de cancer par ignorance. Journalistes et professionnels des médias sont formés en vue de renforcer leurs capacités sur le plaidoyer de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. En tant que blogueuse, nous partageons l'information aux internautes et il est bien que nous ayons des informations justes, notamment ce qui concerne cette maladie-là qui est très ravageuse. À cet atelier, je viens m'approprier les informations nécessaires en tant que journaliste pour faire la sensibilisation afin que ma voix puisse aider à atténuer la propagation du cancer et pourquoi pas à sauver des vies. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est gratuit et réservé aux jeunes filles de 9 à 14 ans. La coalition invite les parents à faire vacciner leurs filles pour freiner la maladie. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent au monde. Plus de 604 000 nouveaux cas surviennent chaque année. On note en 2020 341 000 cas de décès. Un reportage d'Evelyne Dioboué dans un commentaire de Didier Nguesson. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Qui ne connaît pas le dicton? Il est important de faire des bilans de santé pour être à l'abri des mauvaises surprises. Le bilan médical permet de dépister rapidement des problèmes de santé qui peuvent être asymptomatiques mais très dommageables. Faire donc son bilan de santé, c'est la mission que s'est assignée cette semaine le Fonds de prévoyance de la police nationale qui vient d'initier à Yopougon une opération gratuite de bilan de santé en présence de Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji, notre reporter du jour. Voilà maintenant 20 ans que Dengui Kofi n'a pas fait son bilan de santé. 7300 jours sans détenir des informations pertinentes sur l'état de son organisme. Ce matin, Dengui se rend au centre médical du policier au quartier Andokwa, dans la commune de Yopougon. Sous les bâches, plusieurs chefs de communauté et guides religieux. Comme lui, ils sont venus prendre part à l'opération gratuite de bilan de santé initiée par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Après quelques minutes d'attente, Dengui est pris en charge par le personnel soignant. Particulièrement pour moi, c'est également une joie parce que ça va me permettre de reconnaître ce qu'il y a dans mon corps. Si je sais que j'ai une maladie, dans ce cas, je peux également chercher à me traiter. Parfois négligé ou même ignoré, le bilan de santé s'avère pourtant crucial pour maintenir son équilibre vital. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons a des conséquences néfastes ou positives sur notre corps. Mais pour le savoir, il faut qu'on fasse un bilan de santé. Au moins chaque 6 mois, selon les moyens, ou à tout casser chaque année pour voir comment se porte son cœur, voir comment se portent ses poumons, voir comment se portent ses reins. Il y en a qui vous disent qu'il y a 20 ans, ils n'ont pas fait de bilan de santé. C'est la première fois. Et ce bilan, nous leur avons offert ce bilan pour appeler les autres à venir se faire soigner, faire leur bilan, pour dépister certaines pathologies. Mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, avec ces bilans de santé, je prie Dieu que certaines n'aient pas des pathologies graves, mais les pathologies bénignes, on peut anticiper en les soignant.
À l'issue de l'opération, les patients ont visité les différents services de l'édifice sanitaire et ont reçu des kits médicaux. Un mot de foot dans ce journal. Après une année 2022 douloureuse marquée par l'élimination au premier tour de la CAN et une non-participation au mondial, le foot a repris des couleurs hier vendredi en Algérie avec le début du CHAN organisé à la maison. Le match gagné par les Fennecs 1-0 face à la Libye a donné le ton et pourquoi pas un premier trophée en ce début 2023. Les Algériens ont en tout cas réussi leur entrée dans leur CHAN. Arsène Kouassi, RTI Sport. Pays hôte du CHAN 2022, l'Algérie a réussi son entrée en lice en décrochant une victoire poussive contre la Libye. Bien entré dans le match, les Fennecs A' contrôlent la partie, sans toutefois se montrer dangereux. Il faut attendre la seconde période avant de voir le match se débrider. Opportuniste, Aymen Mayous profite d'une mauvaise passe de la défense libyenne pour obtenir un penalty. L'attaquant de l'USM Alger se présente et se rend justice lui-même en prenant à contre-pied le portier. Et malgré la bonne volonté des Libyens de revenir dans la partie, le score en reste là. L'unique but des poulains du sélectionneur Madji Bouguera a suffi au bonheur des Fennecs qui prennent la tête du groupe A en attendant la rencontre entre l'Éthiopie et le Mozambique. Et la sélection marocaine censée aussi prendre part à ce CHAN 2023 se trouvait hier vendredi au matin à l'aéroport de Rabat-Salé pour se rendre en Algérie, attendant le feu vert d'Alger pour le décollage. En effet, le 22 septembre 2021, l'Algérie avait fermé son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Ce problème d'autorisation de survoler l'espace aérien algérien est donc l'explication avancée par la Fédération marocaine pour justifier l'incertitude autour de la participation de l'équipe nationale A. Faute d'un signal positif donc de la part d'Alger, vers 12h30, l'équipe de Maroc a quitté l'aéroport. Près d'une semaine après la tentative d'insurrection à Brasilia, l'étau se resserre autour de Jair Bolsonaro. Le parquet demande une enquête sur le rôle de l'ancien président, considéré comme le mentor de l'opération, et souhaite identifier l'origine des actes antidémocratiques qui ont débouché sur des épisodes de vandalisme et de violence à Brasilia. C'est la première fois que Jair Bolsonaro, battu à la présidentielle d'octobre par Lula, est formellement cité dans cette affaire. Il n'a jamais reconnu officiellement sa défaite et les procureurs le soupçonnent d'avoir été le mentor intellectuel de l'assaut contre les lieux de pouvoir. Voilà pour ce 13h. Je reviens demain, même heure, même chaîne.